Salut, c'est Yog, bienvenue au Buona Partida Podcast Club de l'association Buona Partida Social Club à Toulouse. On est tous ensemble réunis pour parler de jeux de société et de choses qui nous plaisent. Et pour en parler ce soir, on a Waimi avec nous. Salut Waimi. Salut Yog. Je tiens à te dire que j'ai beaucoup apprécié la manière, la maîtrise avec laquelle tu as animé le jeu lors de la précédente émission. Merci. Et j'aime beaucoup tes blagues sur la masturbation aussi. Pas de soucis, faut en refaire. J'en fais tous les jours. Voilà. Des fois, plusieurs fois. J'en suis friand. Salut Arthur. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu, donc ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Emeline. Salut Yog. On a plaisir de retrouver ta voix. Et moi je suis super content d'être là ce soir aussi. Et bonsoir Émilie. Salut Yog. Bon, je vous propose de faire le petit traditionnel tour de table qu'on fait habituellement. Waimi, à quoi as-tu joué récemment ? Récemment, ça a été plutôt des expériences de deck building, pas forcément récent. J'ai joué à Legendary Firefly, donc qui est une licence, une sous-licence de Legendary qui comprend Legendary Marvel, Legendary Buffy, Legendary Alien, Legendary dans ton cul, plein de Legendary. Alors Firefly, rien à voir avec la série. Firefly complètement sur la série, exactement pris de la série. Oui, tous les Legendary sont en licence. Et donc là, dans la série, on interprète des personnages, enfin dans le jeu Legendary Firefly, on interprète des personnages principaux et on revit des épisodes. Et c'est toujours un peu le même principe de Legendary. Il y a une rivière d'ennemis qui arrive, il y a des personnages, les personnages qu'on ne joue pas, du coup les personnages de la série qu'on ne joue pas sont nos alliés qu'on peut acheter pour améliorer notre deck. Et on doit remplir des objectifs. Ça ressemble un petit peu à Legendary Alien pour ceux qui connaissent. C'était pas désagréable, c'est bien. C'est coopératif ? C'est complètement coopératif, ouais. Et c'est toujours le même système en fait de la Legendary à l'autre où il y a quelques petites modifications comme dans un... Dans chaque Legendary, il y a des petites modifications, mais ils sont assez similaires pour qu'on puisse les mélanger et faire s'affronter et faire capturer des aliens par les mecs de Serenity ou faire combattre Buffy contre Predator. Alors, c'est possible. Est-ce que tu dirais que c'est cousin comme un Star Realms et cousin d'un Hero Realms comme c'est cousin d'un Cthulhu Realms, par exemple ? Voilà, comme j'ai joué une fois à Star Realms et j'ai fait caca. J'ai jamais essayé les autres, donc je ne saurais pas te dire. D'accord. Mais oui, c'est quand même très très proche. La différence dans Legendary Firefly par rapport à Legendary Marvel, qui est celui que je connais le mieux, il y a principalement une notion de coordination. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'on peut jouer pendant le tour des autres joueurs pour les aider et leur donner des petits bonus d'achat ou de dégâts en plus. Et le deuxième jeu de deck building que j'ai joué récemment, c'est Tanto Cuore. Ah, ça j'en ai entendu parler. Voilà, le jeu où on est un maître de maison et on recrute des soubrettes pour s'occuper de sa maison. Avec des très belles illustrations japonaises. Des illustrations japonaises. Oh, illustrations par un studio manga, je suppose, par plusieurs personnes. C'est mal édité, c'est l'enfer. C'est mal édité à la base, c'est pas un problème de la traduction française. Comme il y a des belles filles en culotte, on prend 60% de la place pour faire l'image. Il reste plus assez de place pour mettre le texte qui est écrit en tout petit. Les icônes sont démentiellement petite. Le coup des cartes est en haut à gauche, ce qui pour un droitier comme 99% des gens bien est infernal parce que quand tu as des cartes en main, tu vois le coup d'achat, ça sert à rien, faudrait que ça te donne plutôt le bonus. Bref, le système est intéressant, c'est très proche de Dominion avec comme différence le fait qu'il y ait une zone dans laquelle on peut mettre ses cartes et donc elles reviennent pas dans ton deck et qu'on peut aussi attaquer directement les joueurs adverses en faisant en sorte que leur soubrette ait des mauvaises habitudes ou qu'elle tombe malade et du coup elle marche plus. Oh. Je m'étais intéressé de loin, on va dire. Bon, je vais pas être tout à fait honnête quand je vais dire ça, mais je m'étais intéressé de loin à ce jeu-là, ne serait-ce que parce que la direction artistique est quand même assez exceptionnelle dans le sens où on n'en voit pas beaucoup dans ce genre-là. Et je me demandais ce que ça valait comme en termes de sensation de jeu, si c'était un bon deck building ou si c'était tout à fait passable et qu'il y avait beaucoup d'alternatives qui étaient bien meilleures que ça. Ouais, en termes de deck building, ça se tient, c'est pas déconnant, c'est pas révolutionnaire, ça se joue. Voilà, on m'avait un peu hypé sur le sujet. Bon, une fois passé les petites culottes, il reste pas grand-chose d'exceptionnel. Pour moi, on peut s'en passer, il y a des tas d'autres deck building. Bon, on verra les autres alors. Arthur, à quoi as-tu joué récemment ? Alors, j'ai joué entre autres à Maracaibo, du coup que j'ai acheté samedi, donc j'ai fait une partie samedi et une dimanche, et donc qui est un... Donc le dernier Alexander Pfister. Ouais, qui est censé alors retracer un petit peu tous ses précédents jeux.
Donc moi j'avais joué qu'à Great Western et que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit autant le tester, puisque j'ai encore celui du Buena chez moi, donc j'ai testé un autre jeu. Et j'aime beaucoup le fait de se balader dans les Caraïbes, de faire évoluer sa nation, et les combats sont pas en direct, donc on va influencer sur les Espagnols, les Français et les Anglais. Donc on n'est pas sur des confrontations, je te tire dans le pied pour t'embêter, on est vraiment sur des interactions plus indirectes. Alors, des interactions plus indirectes. Explique. Alors, développe. On n'est pas on fait de la guerre, mais on ne va pas attaquer l'autre. On va vraiment travailler par l'intermédiaire d'une faction. Donc en fait, on va soutenir la France, puisqu'en fait, on va travailler les objectifs par rapport aux Français. D'accord. Je sais pas si c'est très clair. Non, ça l'est pas très, mais il va falloir qu'on essaye tout ça. T'y as joué toi, Waimi ? Oui, j'ai fait une partie. Alors, effectivement, on se tape pas les uns les autres, on combat pour le bénéfice d'une nation, donc soit l'Angleterre, soit la France, soit l'Espagne, pour que cette nation étende son influence, et dans le même temps, on essaye de bien se placer auprès de cette nation. Donc t'as 3 curseurs, chaque jour 3 curseurs, un pour chaque nation. Si tu as beaucoup investi dans la France, et que la France est bien placée sur la carte à la fin du jeu, eh bien t'auras plus de points. Après, l'interaction entre les joueurs, c'est un peu une espèce de course, c'est-à-dire que c'est un circuit que les bateaux font dans les Caraïbes. Et si toi t'as prévu de faire plein de petites étapes pour faire plein de trucs, eh ben il se peut qu'il y ait un autre joueur qui fasse beaucoup moins d'étapes, qu'il aille beaucoup plus vite et qu'il arrive à la fin du circuit avant toi et que tu n'aies pas le temps de faire ce que tu avais prévu. Voire qu'il passe sur une étape avant toi et donc qu'il te prenne l'action que tu avais prévu de faire à cette étape. Ne serait-ce pas frustrant ? Je me rends pas compte. C'est pas frustrant. Attends, comment j'avais moi ? C'était ennuyeux. Moi j'avais long. Tu l'as essayé aussi, Émilie ? Moi j'étais à côté quand ils ont joué. Alors il y avait aussi l'effet découverte des règles. C'était quand même, ça avait l'air long en fait. Oui, c'est long, c'est indiqué, je sais plus, 30 minutes ou 45 minutes par joueur sur la boîte. 30 minutes par joueur, et c'est vrai que pour une première deuxième partie, on a passé 2h30 à 2, donc on a explosé le score. Et la première partie il y a quand même pas mal de règles. En deuxième partie, on appréhende mieux, on a fait des meilleurs scores, on a mieux maîtrisé ce qu'on allait faire, parce que la première fois, on se rend compte qu'on a oublié un point de règle à un moment. Première partie peut-être un petit peu compliquée, deuxième partie beaucoup plus fluide, même si quand même 2h30 à 2, donc c'est long. J'ai prévu là, on doit y jouer avec Arthur, alors essaye de me le vendre un petit peu quand même. Il y a plein de gens qui trouvent ça super bien, en plus on peut faire une campagne avec des arcs narratifs, le plateau qui évolue, c'est semi-legacy, c'est trop de la balle, allez-y. Merci. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui a l'air très plébiscité en ce moment. Ah oui. Il est en rupture chez le... Il est déjà en rupture. Ouais, le distributeur français avait prévu 4000 boîtes en se disant c'est comme un gros jeu, ça va peut-être pas bien se vendre, et c'est parti en 15 jours. Bon, voilà. J'ai réussi à attraper la dernière boîte que je n'ai pas encore ouverte, mais si, j'ai juste dépunché. Bon, on verra ça plus tard. Emeline, à quoi as-tu joué récemment ? Alors, j'ai testé Wild Space. Ça me dit quelque chose, il y a pas un ourson ? C'est pas un ourson, c'est un ours. Un D'accord. vrai ours. D'accord. Galactique, je te prie. Un ours galactique sur la boîte. Tout à fait. C'est cette petite boîte-là. C'est un petit jeu très sympa, sans prétention, hein. Il dure une bonne demi-heure. Ça joue jusqu'à 5. Et c'est un petit jeu d'optimisation. En 10 tours, en fait, il faut que tu aies réussi à faire le plus de points avec des cartes qui te donnent des points, des cartes... En fait, le but, c'est que tu peux juste... Soit tu poses ton vaisseau, et tu poses une carte ou tu pioches une carte. En gros. Donc t'as très peu de choix. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu poses une carte, tu peux faire des combos avec d'autres cartes. Donc par exemple, si je pose cette carte, je peux en poser une autre qui me fait ça, puis une autre qui fait ça. Est-ce que c'est un jeu de pli, en fait ? Non, pas du tout. C'est un jeu où c'est un jeu d'optimisation et de... Alors, compétitif, par contre ? Oui, compétitif. D'accord. Tu l'as testé en quelle configuration, toi ? 3. 3 joueurs ? Ouais, 3 joueurs. Ça passe très bien. D'accord. Donc voilà, et ouais, le but, c'est c'est vraiment jouissif quand tu peux en poser 6 d'affilée des cartes. Ok. C'est sympa. Très bien, Wild Space, on retient. Émilie, à quoi as-tu joué récemment que tu aimerais nous faire partager ? Alors j'ai joué à une extension de The Captain is Dead, où c'est un jeu coopératif, on est dans un vaisseau et le capitaine est mort, et il va falloir survivre à tout un tas de merde qui nous arrive. Ça vient d'où, ça ? J'en ai pas du tout entendu parler. C'est il y a localisé en quelques France ? années, déjà. C'est pas localisé en France, c'est édité chez AEG, il me semble. Il y a une boîte de base et 2 extensions qui sont des stand-alone. Donc la boîte de base, effectivement, on est dans un vaisseau spatial en exploration pour 5 ans dans l'infini et au-delà des systèmes inconnus. Quand des aliens nous attaquent, le capitaine meurt, le système de saut est dans les choux,
il faut qu'on résiste. Faut résister, survivre, fuir avant l'explosion et la désintégration du vaisseau dans l'espace. Donc Alors, ça, c'est le jeu de base. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Eh ben alors, là, moi, le jeu auquel j'ai joué, c'est une extension. Là, on a atterri sur une planète et on va explorer ces profondeurs, ces tunnels. Et donc c'est pareil, il y a toujours des ennemis qui vont remonter le long des tunnels et qui vont essayer de détruire notre base, donc il faut absolument les bloquer. Il y a un peu un système de tower defense en fait. C'est toujours coop, on a toujours incarne chacun un rôle. Et il y a un petit système d'exploration des tunnels où des fois on tombe des trucs bien et des fois pas bien dans les tunnels. Tu éveilles ma curiosité. Ça ressemble à quoi? Il y a un plateau, il y a des tuiles, il y a des cartes. Comment ça se passe en termes de sensation de jeu, de gameplay? Comment ça se passe? Alors, il y a un petit plateau qui va représenter notre base avec les différents équipements qu'on va avoir, un scanner pour avoir quelles menaces vont arriver. Ça représente très exactement notre vaisseau spatial qui s'est posé sur la planète, et donc ces cartes, ce sont les équipements, effectivement, le scanner extérieur, l'ordinateur pour piocher des cartes, ce genre de choses. Et on va, à partir de notre vaisseau, avoir plusieurs galeries qu'on va devoir explorer, plus ou moins longues, avec à chaque bout des nids d'ennemis, et quand ils arrivent par là, et puis ils remontent. Et en fait, le but, ça va être d'aller collecter des reliques, et sachant qu'au bout d'un moment, plus on va en avoir collecté, plus les ennemis vont avancer rapidement. Donc va falloir blinder et gérer l'entrée des tunnels, parce que si les ennemis ils arrivent dans la base, ils détruisent des trucs, et au bout d'un moment, s'il y a trop de trucs détruits, le vaisseau est capote, et nous aussi. D'accord. Et ça, c'est du coup, j'ai l'impression que c'est le fluff que tu viens de nous donner, la description de l'histoire. C'était juste une entrée en matière, mais il y a pas ça n'est pas véritablement narratif, d'après ce que je comprends. En fait, tout ce qui dans les tunnels, on va les construire en fait d'une partie à l'autre. On n'aura pas les mêmes tunnels avec des tuiles qui ont des effets quand tu les retournes et qui seront pas placés forcément au même endroit. Là, les tunnels ne seront pas la même longueur. Donc c'est ça qui va faire la rejouabilité. Il y a des niveaux de difficulté proposés par le jeu, et suivant la longueur des tunnels, ça fait des parties plus ou moins faciles. Effectivement, bon, il y a pas de côté narratif au jeu, c'est vraiment un jeu coopératif un peu à l'ancienne, genre les chevaliers de la table ronde. T'as ton personnage, donc chacun a un personnage, ça peut être le mécano, le soldat, l'érudit, le t-shirt rouge, l'hologramme. Il y a 21 personnages différents. Ton tour de jeu est assez simple. Tu as 4 actions, généralement, des fois 5, ça dépend de ton personnage. Tu as des cartes qui représentent les différentes capacités, il y a 4 capacités, commandement, technologie, science, j'ai oublié la dernière, stratégie, quelque chose comme ça. Et donc tu as 4 actions à faire parmi, avancer le long des tunnels, explorer un tunnel, utiliser un des systèmes du vaisseau pour gagner un bonus, réparer un système du vaisseau quand il est tombé en panne, défoncer des ennemis quand il y en a, tu fais tes 4 actions, et à la fin de ton tour, tu pioches une crasse. Et le paquet des crasses va en grossissant. T'as d'abord des crasses jaunes qui sont pas trop graves, puis des crasses rouges, des crasses oranges, puis des crasses rouges, où là, si vraiment t'arrives à survivre à 2, c'est déjà très bien. Donc à chaque tour de joueur, on pioche une crasse, et c'est un peu notre timer. Et donc pendant ce temps-là, il faut explorer les galeries, trouver les artefacts qu'on est venu chercher et les ramener, et effectivement, plus ça avance, plus les aliens remontent le long des galeries, de plus en plus vite. D'accord. S'ils te tombent dessus, ils te blessent, donc il faut que tu te soignes. S'ils arrivent au vaisseau, ils tapent le vaisseau. S'ils arrivent sur les artefacts, ils les détruisent. Et s'ils ont détruit trop, t'as perdu. C'est très sympa. C'est assez classique et pourtant, c'est sympa. Ça a l'avantage, on peut jouer jusqu'à 7, je crois. On peut jouer jusqu'à 7, effectivement. 7. Vous l'avez testé en quelle configuration, du coup? Là, on était 5, je crois. Ouais. Et ça tourne, il y a pas de temps mort. C'est un jeu où tu peux avoir un gros effet leader, parce que, effectivement, quand tu joues un tour sur 7, tu t'intéresses quand même à ce que fait tout le monde, et tu peux toujours discuter de qui fait quoi. Tu as des cartes de talent qui sont propres à ton personnage, mais tu vas les poser face visible, parce que, y a pas de raison de les cacher, de passer son temps à se dire, qui a une carte de cette couleur, passe-moi ci, passe-moi ça. C'est agréable. Voilà, c'est agréable. C'est un parti pris du design assez original. On a des graphismes un peu, pour ceux qui connaissent ce vieux jeu vidéo, genre Another World. Oui, bien sûr. On est un peu dans ces... pas Another World. Les gens qui sont nés après... Voilà, j'allais dire des gens qui ne sont pas de ta génération. Les gens qui sont pas encore à date. Avec un peu plus de détails quand même, et on est un peu dans ce style-là. T'as des personnages, c'est des stand-in en plastique transparent, donc on voit bien les personnages. On a les aliens qui sont pareils en stand-in transparent. C'est sympa comme tout, c'est joli, c'est mignon, ça marche bien. On en fait une de temps en temps avec plaisir. Bon, et avec la bonne compagnie. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Il y a 3 extensions, dont la deuxième s'appelle Confinement. Parfait.
Je vois pas de quoi tu veux parler. Arthur, t'es sûr que t'as pas d'autre chose à laquelle t'as joué récemment? Eh ben si, j'ai joué samedi soir avec toi. Ah et oui. on a joué... Ah oui, c'est vrai que je m'en rappelle maintenant que tu le dis. Eh ben oui. Non, mais je savais pas si tu prenais le tour ou si j'en parlais aussi. Et alors là, je pense que tu vas être plus au point sur les termes et tout que je ne connais pas par cœur. Alors, Bah, donne-moi déjà ton ressenti, après on voit. le ressenti. Le nom du jeu déjà. Le nom Alors, du jeu. c'était De quoi on 13 parle jours et Watergate. Watergate. Alors, Deux jeux différents. Voilà. Deux jeux différents, mais qui sont assez proches, de par leur thématique, de par leur mécanique. Voilà. Donc c'est des jeux qui sont assez estampillés historiques, puisqu'en fait on va repasser 2 périodes historiques, enfin une période historique pour chaque jeu, et on va jouer avec des cartes. Donc en fait on va choisir entre 2 possibilités sur les cartes, soit augmenter une jauge principalement, et sur l'autre avoir une action. Donc on va choisir entre les deux. Ouais, en fait, c'est le principe du card driven. Donc c'est, moi, pendant le confinement, il y a des gens qui jouaient beaucoup et moi, j'ai rien fait du tout. Et je me suis intéressé à d'autres mécaniques et notamment les jeux historiques et les card driven. Et les card driven, c'est une mécanique, déjà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous tapez card driven sur Google et vous allez tomber sur un article très intéressant qui décrit tous les card driven et le principe de la mécanique et les différents représentants anciens et récents qu'il y a. Le jeu le plus connu, c'est Twilight Struggle. Le principe du card driven. Alors, tu opines, Waimi? Non, je n'opine pas. Le jeu le plus coté auprès des gens qui s'intéressent aux jeux de société est effectivement probablement Twilight Struggle. Je ne sais pas s'il a une version française. C'est possible, je suis pas sûr. Okay. C'est le cas. J'aurais dit, dans les jeux connus, on a Mémoire 44, qui est un card driven qui est assez ancien maintenant. Tu me regardes avec grands yeux comme si tu connaissais pas Mémoire 44. Si, je connais Mémoire 44, j'y ai jamais joué. Mais en fait, quand je pense card driven, je pense pas du tout à ce genre de jeu-là. Je pense pas du tout. On pourrait savoir ce que c'est un card driven. Alors, un card driven, le principe, c'est que on va avoir une main de cartes. En général, ce sont plutôt des jeux à 2 joueurs. Il y a certains jeux qui peuvent se jouer en solitaire, mais en général, ce sont des jeux à 2 joueurs. Twilight Struggle étant un exemple, Labyrinthe étant un autre exemple. Quartermaster étant un contre-exemple. Voilà, Quartermaster. Mais c'est pas un card driven, Quartermaster. On va se mettre d'accord sur la définition. Maintenant, le débat. Voilà. Et en fait, le principe du card driven, c'est que sur chaque carte, on va avoir un événement qu'on va choisir de déclencher ou pas. Ou alors un nombre de points qu'on va appeler, selon les jeux, des points d'opération, des points d'ordre ou ce genre de choses. Le principe de base, c'est que si je décide de jouer l'événement, cette carte-là va être retirée du jeu. Et comme on va faire des reconstitutions historiques, potentiellement, on va avoir des événements qui vont s'enchaîner. Donc on va avoir une carte qui va dire, tant que cet événement-là ne s'est pas passé, vous pouvez pas jouer cet événement-ci. Ça va être une première manière. Et la deuxième manière, ça va être de ne pas jouer l'événement, de jouer les points d'opération pour dire, par exemple, j'utilise mes points d'opération pour augmenter mon influence en Ukraine, par exemple. Ce qu'on va faire dans un Twilight Struggle, on va dire, moi j'ai un territoire qui m'intéresse parce que je suis le joueur russe, j'ai un territoire qui m'intéresse, je veux augmenter mon influence et avoir le contrôle de ce territoire-là, je vais utiliser mes points d'opération pour ça. Donc ça, c'est le principe de base. Le petit twist qu'il y a dans les card driven et qui fait que c'est, à mon avis, très intéressant, c'est que va y avoir des événements quand on va avoir un deck commun, en général. On va avoir un deck commun comme c'est dans le cas dans 13 jours. Et dans ce deck commun, on va avoir des événements qui vont être pour le joueur bleu et d'autres événements qui vont être pour le joueur rouge. Donc, concrètement, quand c'est le cas de 13 jours au Twilight Struggle, on va avoir des événements qui vont être pour les États-Unis et des événements qui vont être pour les Russes. Et quand c'est le joueur russe qui va devoir jouer une carte pour les États-Unis, c'est les États-Unis qui vont bénéficier de l'événement. Donc en fait, à un moment donné, on va se retrouver acculé à devoir jouer des événements qui vont bénéficier à l'adversaire. Et ainsi de suite, parce que vu qu'on a le même deck de cartes, forcément la balance va aller dans l'autre sens. Et l'adversaire va se retrouver avec des cartes qui va être obligé de jouer et qui vont bénéficier à nous-mêmes. Donc c'est ça en fait. Et cette mécanique-là est beaucoup utilisée dans les jeux de reconstitution historique. Alors principalement à 2 joueurs, mais après à 3 ou 4 joueurs. Et c'est ma grande passion, c'est mon grand dada de ces dernières semaines. Donc j'ai acheté Watergate, dont on va parler, j'ai acheté 13 jours, dont on va parler, et qu'on a testé ensemble avec Arthur. Vas-y Arthur, je t'ai un petit peu coupé, c'est une petite parenthèse. Non, pour l'explication, la mise en...
conditions, ça peut être pas mal. Après, alors pour parler des deux, alors je pense que j'ai préféré le deuxième, Watergate, parce que plus il y avait un plateau qui permettait de mieux visualiser, alors que le premier était vraiment assez tendu, parce qu'en fait on est vraiment sur la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, donc une période de l'histoire qui était assez tendue et on le ressent pas mal. Donc ce qui fait que quand on va jouer des cartes, il va falloir faire très attention à pas trop prendre de risques et pas trop être éclatant dans ses actions. Alors, ce que tu dis pas, c'est qu'en fait, la crise des missiles de Cuba, c'est quand il y a la Russie qui a installé une base de missiles nucléaires à Cuba, juste après que les États-Unis ont installé une base de missiles en Turquie, et ça plaisait pas du tout aux deux parties. Et donc du coup, ça a été la période de la guerre froide où on a été le plus proche d'une guerre nucléaire totale. Et donc dans le jeu 13 jours, comme dans Twilight Struggle entre parenthèses, le but c'est on perd la partie si on déclenche la guerre nucléaire. Donc on va avoir des jauges, et selon la position de ces jauges-là à la fin du tour, ça c'est important parce que parfois on dépasse et on va revenir un peu en arrière juste avant la fin du tour afin d'éviter la guerre nucléaire. Si un des deux joueurs en fait déclenche la guerre nucléaire, il a perdu la partie, quelle que soit sa position dans le monde, son influence ou quoi que ce soit. Et si les deux joueurs déclenchent en même temps la guerre nucléaire, ils ont tous les deux perdu. Bon, c'est vrai que c'est avoir ce type de mécanique de jeu où en fait on peut perdre pendant la partie et pas si difficilement que ça si on n'y fait pas très attention. C'est assez intéressant puisqu'en fait on n'est même pas sûr de finir la partie si on s'est débrouillé comme des manches. Ce qui est passé pas loin pendant 2 fois pendant la partie où on est arrivé vraiment dans la zone guerre nucléaire qu'il a fallu qu'on corrige très rapidement. Donc voilà, et le deuxième Watergate, tu parlais du plateau. Le plateau, on pourrait le décrire comme une espèce de panier en liège, de tableau en liège, un peu à la manière des enquêtes américaines, où tu as des photos de personnes dessus, où tu as les épingles avec le fil rouge pour relier les indices entre eux. Et au centre, on a la photo de Nixon. Voilà. Et toi, en tant que journaliste, tu fais quoi ? En tant que journaliste, je vais essayer d'accumuler des preuves qui vont me permettre, en étant de la même couleur pour simplifier la lecture, de relier les indices à Nixon pour le faire tomber. Si on a réussi à relier Nixon à 2 des indices, le journaliste a gagné. Et donc, l'équipe de Nixon va essayer, lui, à contrario, d'empêcher, donc en fait, de supprimer des preuves pour empêcher le journaliste de faire tomber le président. Ce qui est génial avec les cartes driven, c'est que c'est hyper passionnant à jouer, mais ça a l'air tellement ennuyant à en parler. Moi, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai une définition un peu plus large des cartes driven. Ouais. C'est des jeux où, effectivement, tu as une main de cartes qui va diriger tes actions. Donc c'est pour ça que pour moi Mémoire 44 et Quartermaster sont des cartes driven, tu as ta main de cartes et à ton tour tu dois choisir une de ces cartes pour faire ton action. Il n'y a pas forcément cette notion de la carte a plusieurs effets. Je vois ça comme quelque chose de plus large. Alors c'est intéressant que tu en parles parce qu'en fait sur l'article dont je parlais tout à l'heure, alors il y en a un sur Le Monde et l'autre, je sais plus quel est le blog qui en avait parlé. Il y a un article sur les coins de GMT dont on parlera peut-être plus tard, mais et un article sur les cartes driven. Et dans cet article sur les cartes driven, il parle justement des grands débats qui ont eu sur Trick Track, sur Board Game Geek, à propos de la définition de ce que c'est qu'un card driven. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de jouer à ces jeux-là. Parce que ce qui est très agréable, c'est qu'il y a énormément de mise en contexte historique, que ça soit dans la règle, parce qu'on va avoir des annexes qui vont nous donner en fait les significations de telle ou telle carte, à quoi ça correspond en termes de phénomènes historiques, d'événements historiques. On va avoir les petites citations en italique en bas de la carte qui vont nous mettre dans l'ambiance. Donc ça, c'est moi je suis super fan parce que je pense que c'est ce qui fait la force et la faiblesse. Si t'aimes pas le contexte, ça donnera vraiment pas envie aux gens de venir y jouer, quoi. Oui. Parce que c'est vraiment un jeu qui est immersif au possible, j'ai l'impression. Alors oui, c'est un peu le dada de tous ceux qui font du wargame et de la bataille de reconstitution historique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont viser les jeux qui vont s'intéresser à des périodes de l'histoire qui les intéressent à eux. Et donc, du coup, effectivement, je suis dans ma période années 60, guerre froide. Voilà.
C'est voilà, chacun ses problèmes, hein. J'ai envie de dire. Voilà, c'était. T'avais quelque chose à dire, Arthur, suite à ça. Partie très agréable. J'espère rejouer avec toi et avec d'autres. Hein. Eh ben, avec plaisir. Oui. Et j'espère que je serai un meilleur Nixon et que tu seras un meilleur Américain. Oui. On passe maintenant aux choses qui vont sortir ou qu'on attend. Alors, pareil, on va faire un tour de table. Tiens, Emeline, je t'ai entendu parler d'un truc qui m'a titillé tout à l'heure. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce que tu attends dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors j'en ai parlé de plusieurs. Alors je ne sais pas lequel t'a titillé le plus. Bon, je sais pas, ça commençait par un O et ça finissait par Léon. Oui, tout à fait. Oui, moi j'attends Orléans qui va ressortir, donc on a dit en août. Ouais, fin août. C'est ça. Qui a été un peu décalé avec le confinement, malheureusement. Oui. En fait, c'est un jeu que j'ai connu au Buena Partida. Parce que là-bas, c'est un peu la marotte de certains, ou certaines, on va dire, joueuses. Voilà. Ouais, oui. Coucou Natacha. Et donc je connaissais pas du tout. Et c'est un jeu de backbuilding. On pourrait même dire que c'est le jeu de backbuilding parce que l'auteur a fait Altiplano, qui est pratiquement la même mécanique. Et à part ça, je connais pas beaucoup d'autres jeux. Waimi, peut-être que t'en connais. Hyperborea. Ouais. Charlatan de Belcastel, mais qui est pas tout à fait qui est plus familial quand même. D'accord. Ouais, complètement. Et il y a quand même beaucoup plus de hasard dans Charlatan, voilà. Je dirais. Bah après, on n'attend pas Orléans, ce qu'on attend, c'est Invasion. Voilà, c'est ça, c'est que non seulement Orléans était plus édité, mais il va y avoir en plus l'extension Invasion, qui apporte surtout le mode coopératif. C'est quelque chose que j'ai assez rarement vu dans ce type de jeu, et j'ai trouvé ça super chouette à jouer. Donc que ce soit ou le mode normal ou le mode coopératif, ce que j'aime, c'est le fait qu'on choisisse tous en même temps. Parce que j'ai du mal avec les jeux un peu longs où on attend que les autres jouent, je décroche assez rapidement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on choisit tous en même temps ce qu'on va faire, et ensuite, du coup, c'est très fluide sur les actions ensuite. Et ce qui est assez fou avec Invasion, c'est que, de par sa mécanique, il annihile complètement tout effet leader. Parce que tout le monde est occupé à regarder son plateau et à savoir comment optimiser ses actions. On va se mettre d'accord vaguement en début de partie sur qui fait quoi, qui c'est qui privilégie telle ou telle ressource. Et après, on part sur nos trucs et on est en coop, mais on n'interagit pas forcément beaucoup les uns avec les autres. Oui, parce qu'on est quand même très intéressé. Enfin, déjà, chacun sait ce qu'il y a dans son sac plus que les autres, comme personnage et donc comme action qu'on va pouvoir faire. Et oui, c'est vrai que c'est assez complexe, donc il vaut mieux qu'on soit concentré chacun sur soi. Et je dirais aussi, alors la partie qu'on a faite avec Arthur, c'est quand même, pendant la majeure partie de la partie, on peut jouer un peu de notre côté tout en disant ce qu'on fait. Et c'est surtout vers la fin, on va dire, bon attendez, il nous reste à peu près 5 tours. Il va falloir se mettre d'accord là vraiment, parce que ça se joue quand même assez... Ouais, on passe une grosse partie de la partie quand même à se dire, est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'il y a énormément d'objectifs, énormément de moyens différents d'y arriver. Et donc du coup, on passe une grande partie à se dire on va pas y arriver. Vers la fin, on a l'impression de pouvoir y arriver. Et paf, là c'est qu'il le va drame. Vraiment falloir optimiser au maximum parce les que actions. On joue contre le jeu qui à chaque tour va nous faire un événement et c'est vrai que sur la fin tu te dis ça va passer, mais il suffit que l'événement soit un peu poissard et alors là c'est fini quoi. Alors je crois que la toute première partie d'Invasion que j'ai fait, je crois que on m'a dit après coup que j'avais chopé tous les événements les plus poissards du jeu. Ah, peut-être. La différence avec Orléans classique, c'est qu'à Orléans classique, on a toujours les mêmes événements. Ce qui change, c'est l'ordre dans lequel on va les avoir. Alors que Orléans Invasion, on va avoir une plus grande variété d'événements, et comme on va en piocher que 16, je crois, on peut avoir tout et n'importe quoi. On peut avoir les pires événements qui vont être dans notre pile, et ça va être en jouant qu'on va découvrir tout ça. C'est vrai qu'il y a un petit hasard sur ça. Je pense que la pioche des événements joue quand même un peu sur ta partie. Oui, alors je crois qu'on avait un peu sélectionné les événements au début, puisqu'il y en a certains qui sont vraiment très difficiles à surpasser, et comme pour la plupart c'était la première partie d'Invasion, on avait un petit peu sélectionné avant. Mais on n'a pas gagné haut la main, on a réussi et... Un cheveu, oui. De toute façon, c'est un jeu qu'on use tellement qu'il faut le racheter régulièrement. Oui, mais alors j'espère qu'ils l'auront assez édité ce coup-ci pour que les gens puissent en racheter. Jamais. C'est pour ça qu'on est obligé de jouer à d'autres trucs. Arthur, toi, tu attends quoi dans ces prochaines semaines, hein? Moi, c'est Orléans aussi, que je vais commander rapidement. Il l'a toujours pas fait, alors que moi je l'ai précommandé depuis 2 mois.
Oui. Moi, je l'ai précommandé depuis 4 mois d'abord. Ah là là. Chez notre crémier préféré, hein, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Crémier certified. Oui, d'autres choses peut-être? Non, je vais me concentrer sur Maracaibo, Orléans dans un mois et ça fera mon été, je pense. Ouais, c'est déjà de bons C'est gros déjà morceaux. pas mal, ouais. Émilie, est-ce qu'il y a des trucs qui te font de l'œil sur ces prochaines semaines? C'est annoncé pour fin août, mais c'est le prochain Unlock. Déjà, je suis fan des Unlock. Là, en plus, c'est thématique Star Wars. Donc, c'est quand même la seule chose qui me fait dire vivement fin août, quoi. D'accord, il y a des choses qui te font pas dire. Non, je veux pas savoir. Bah, non, moi, je suis en vacances, c'est l'été, j'ai absolument aucune envie que ça se termine. D'accord. Mais à part pour Unlock. Ouais, là, quand même. Disons que ça fera un petit plaisir à arriver à dire bon, c'est fin août. Quand même, mais mais il y aura ça sera bien. Discutons sérieusement. Bon, on connaît tous plus ou moins les Unlock, on a fait tous plus ou moins au moins une partie, toi beaucoup plus que d'autres. Est-ce que tu t'es pas dit ce que je me suis dit, c'est-à-dire peut-être récupération abusive d'une licence, quelque chose comme ça? Enfin, je sais pas. Moi, c'était l'impression que j'ai eue quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, on va avoir un Splendor Marvel, on va avoir, on a le truc qui sort chez Lucky Duck, côté obscur de la Force, et on a maintenant un Unlock Star Wars. Ouais, le Unlock Star Wars, sauf si je dis des bêtises, mais ça fait un petit moment que c'est dans les cartons, que ça se fait pas, que c'est repoussé, que c'est un peu compliqué. Donc c'est pas un truc qui a été décidé très récemment, quoi. Après, il y a eu une aventure... Moi non, ça me gêne pas. Après, j'aime bien l'univers, du coup... Oui, Emeline? Je dis, il y a eu une aventure Alice au Pays des Merveilles déjà dans Unlock. Ouais. Alors ça, c'est pas une licence comme Star Wars, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont déjà adapté des univers déjà connus. Non, mais t'as eu d'accord. Alice, t'as eu le Magicien d'Oz, t'as eu quelque chose vaguement typé Sherlock. Oui, là, c'est une licence qui est encore active, en cours, et pour laquelle il a fallu, je pense, négocier, s'assurer du respect de l'univers. Effectivement, ça fait longtemps que on a eu des amis qui nous en parlaient, mais un mot couvert de ça sortira sûrement un jour quand tout sera vraiment au point. Mais je pense que le côté immersif, là, pour le coup, va être assez sympa, quoi, quand on aime la licence. Voilà. Ouais. Et là, prends ton téléphone mobile et manie-le comme un sabre laser pour débloquer des trucs. Je sais pas, on a des idées, on a envie de faire des trucs. J'ai aucune info sur ce qu'il y a dedans, mais effectivement, oui, tu peux faire des tas de choses. Ouais, il faut que je trouve une noise box avec le bruit d'un sabre laser. Bon, allez, je vous laisse discuter de ça pendant que je cherche. Non, sérieusement, moi je sais pas. Depuis que c'est Disney qui est aux manettes de tout ça, je sais plus ce que ça veut dire le respect de l'univers de Star Wars. Donc voilà. Moi je suis prudent. J'espère que ça sera un bon jeu. Waimi, est-ce qu'il y a des choses qui te font envie pour les prochaines semaines? Je reste dans la licence et ce coup-ci on va passer sur Seigneur des Anneaux puisqu'il y a une extension. Seigneur des Anneaux, Voyage en les Terres du Milieu qui devrait sortir fin de semaine. Donc probablement une nouvelle campagne, un nouveau scénario, des nouveaux scénarios à faire, des nouvelles figurines à peindre, des tas de choses sympas. Donc ça j'attends un peu. Un truc que j'attendais depuis longtemps sans vraiment savoir comment ça va sortir parce que c'est très confidentiel, c'est une maison d'édition qui s'appelle Argix et qui avait fait une escape box par Kickstarter que j'avais trouvé très bien. Est-ce que c'était pas compliqué. Un truc unique avec des enveloppes comment ça se passait? C'était une boîte noire, ça s'appelait Apocalypse. On était des enquêteurs et on a reçu une lettre d'un tueur en série qui nous invite à trouver la trace de la dernière jeune femme qu'il a kidnappée avant qu'il ne soit trop tard. Et ça mélangeait, là pour le coup, j'aime bien Détective par exemple comme jeu d'énigmes, mais j'étais un peu déçu par le côté... On t'avait vendu beaucoup d'immersifs, de casser le quatrième mur, et au final, ça consiste à, la plupart du temps, consulter un site web préfet et rentrer des mots dedans. C'est peut-être ça la vraie vie d'un détective. Ouais, peut-être. non, parce que là, du coup... Plus de papier, peut-être. Dans cette boîte-là, il fallait envoyer des mails, il fallait appeler, il fallait passer des coups de fil, il fallait fouiller sur YouTube, sur Facebook, sur des tas de choses. Donc c'était vraiment sympa de ce côté-là, c'était pas toujours... super en termes d'énigmes, il y avait deux, trois faiblesses, mais c'était un Kickstarter et on sentait que le mec il faisait ça tout seul dans sa cave quasiment, parce que moi je suis allé le récupérer lors d'un passage sur Paris et c'était probablement un local qu'il avait loué, t'avais des boîtes du sol au plafond. Alors c'est un Français qui fait ça. Ouais, c'est un Français qui fait ça. Et tout seul. Et tout seul ou avec
très peu de monde. Non, mais concrètement, quand t'envoies un mail, t'envoies ça à un serveur qui te répond, avec un robot qui te répond, ou Oui, c'est... voilà, Ah oui, bon, c'est d'accord. ça, oui, bien sûr. T'as pas le mec qui est de l'autre côté, qui Non, t'as pas le mec qui est de assure l'autre le côté. service après-vente. Mais rien que ça, enfin, tu t'envoies le mail, il faut déjà que tu trouves l'adresse et que tu dises, ah oui, cette adresse-là que j'ai vue sur tel élément, il faut que je m'en serve pour ça, pour ci, donc là, t'as un peu plus un sentiment d'enquête, j'ai trouvé, que dans Détective. Oui, puis t'as pas le côté... dans Détective, t'avais quand même un côté un peu dirigé, même sur les recherches, ça te disait grosso modo, ça tu peux rechercher. Là, débrouille-toi. Hein. Tu peux aller chercher ça sur Wikipédia pour apprendre ce que c'est que le réseau clandestin, machin. Bon, bah ok, mais ça reste historique et ça n'apporte pas d'éléments à l'enquête. Alors que là, c'est vraiment aux joueurs de faire la démarche d'aller chercher, se renseigner. Alors, justement, tous ces matériaux-là qu'on allait chercher sur YouTube, les mails, etc., ce sont des choses qui ont été créées pour l'enquête? Oui, tout à fait. Oui. Ouais, d'accord. Donc vraiment, t'es dans une immersion totale, quoi. Oui. Et donc je savais que cette personne-là devait sortir un nouveau Kickstarter, une nouvelle boîte quelque part en 2020. Ça me fait penser à une Memoriam. Je fais une parenthèse. Ça me fait penser à une Memoriam, on reviendra dessus. 2020, tu disais? Oui, il devait sortir un nouveau Kickstarter, une deuxième boîte en 2020. Et là, à 16h, je reçois le mail disant « Ça y est, Legacy, la quête pour l'héritage familial, vient de sortir sur Kickstarter, backez-le. J'y vais à 17h, campagne annulée. » Voilà, donc c'est un peu la tristesse. Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas Surtout que tu viens de me donner mais tellement envie. Je peux te prêter la boîte de base. Ça, franchement, ça, avec je l'ai. plaisir. Et donc du coup, ça peut se rejouer la boîte de base. Bah, y a ça... rien de besoin d'écrire dessus. Enfin, voilà, c'est pas. Il y a pas trop besoin. Et s'il y a besoin, ça se réimprime facilement. Et ce type-là aussi avait fait un système super sympa. C'était un abonnement. Tu payais un abonnement et tous les 2 mois, tu recevais une petite enveloppe avec une mini escape room, une mini escape enveloppe d'1 heure. Et qui était vraiment, c'est pareil, assez bien foutu et qui mélangeait. Tu te souviens du nom du gars quand même pour lui faire de la pub parce que la boîte d'édition s'appelle Argix. A-R-G-Y-X. A-R-G-Y-X. Argix. Voilà. D'accord, Argix. On retient. Et après, pour Apocalypse, faut motiver en termes de temps. Hein. Faut compter. C'est pas une escape d'1 heure. Hein, faut compter bien 3-4 heures. Voilà, donc je pense qu'avec des gens un peu pointus, on avait mis 2h30 et il y a des endroits où on avait ramé. Pour autant, c'était une aventure unique en fait. Oui. C'était, si je me trompe pas, si j'ai bien le même Kickstarter en tête, c'était une 30aine d'euros à l'époque. Possiblement, peut-être plus. Vraiment, je sais plus. C'était il y a 2 ans. Plus de 2 ans. D'accord. Je l'ai plus en tête. Apocalypse chez Argix. Je pense que la boîte Apocalypse est toujours achetable sur leur site. Bon, ben achetons. Ah bah j'ai envie de dire. Là, celui-là, tu nous l'as bien vendu. Mieux que Maracaibo. Ouais, mais voilà, c'est pas le même univers, c'est pas la même thématique. Pas de secret. Hein. Emeline, il y avait d'autres choses que tu attendais ces prochaines semaines, je crois. Alors oui, il y a Top 10 qui va sortir là bientôt. Bon, on en a déjà parlé et on a déjà joué à Top 10 version Buena Partida. Pour l'instant, on a parlé plus que de The Crew que Top 10, mais c'est vrai. Ça se rattrape. Inverser la tendance. Voilà. Non, et moi, voilà, c'est un petit jeu d'ambiance qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'avais la version d'essai à Cannes, et on avait passé les 3 jours du festival à y jouer. Et dès qu'on avait une pause ou dès qu'on mangeait, pendant qu'on mangeait, on jouait à Top 10. Donc ça m'a vraiment marqué et il me tente de pouvoir aller le chercher en boutique. Et finalement, c'est un jeu où t'as pas vraiment besoin de matériel au final. Non, du tout, c'est vraiment 3 petites cartes. C'est un système de règles en fait. Y a pas grand chose. Ouais, c'est ça. Et non, les cartes prennent vraiment pas de place, quoi. C'est juste, t'as la petite licorne là où tu vois si tu es ou non, si tu as réussi. Entre parenthèses, on réussissait jamais, hein, quasiment. Faut bien dire que c'est pas un jeu, enfin, sincèrement, à chaque fois, on n'y arrivait pas à retrouver les numéros exacts. Mais on s'en fiche, c'est juste le bonheur d'écouter les histoires abracadabrantesques de tout un chacun autour de la table. Et voilà, ça fait passer vraiment, je trouve, un bon moment. Ou un jeu d'apéro pour se découvrir, tiens, avec des gens qu'on connaît pas forcément, ça peut être assez drôle pour briser la glace. Ah, il faut s'investir quand même. Hein. Ouais, c'est que même parfois au Buena, commencer à les mimer, ça va être... faut oser, hein. Faut donner de sa personne. Ouais, faut peut-être choisir un peu. Ouais. Quelle carte on va jouer. Alors, on a fait une partie séance tenante ici même pour une émission. On va pas comparer ce qu'on a essayé de faire très modestement et le jeu final. Le jeu final, qu'est-ce qu'il explore comme thème en fait? Est-ce qu'il y a un côté rigolo? Est-ce qu'il y a un côté thématique? Qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant que juste le système de règles? Alors, j'ai testé la version démo. Hein. Le jeu final, il était pas encore sorti à Cannes.
donc j'ai que la démo, mais il y a un peu de tout. Vraiment, il y a un peu de tout. Mais c'est plutôt drôle, hein. Souvent, c'est des choses, mais ce qui est génial, c'est que ça fait aussi discuter. Je me souviens plus, mais il y avait quelque chose, c'était l'interview peut-être de la personne morte qui est la plus géniale ou quelque chose comme ça. Enfin, je simplifie. Mais quelqu'un avait dit Gandhi, donc moi je pensais que Gandhi c'était un numéro 10, quoi. C'était la personne la plus extraordinaire. Et lui, c'était un 2. Oh, mais Gandhi, il était pas si bien. Mais qui... et là, ah ben, on n'a pas la même vision des choses. En même temps, ça permet de se connaître. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça que quand je dis que c'est un brise-glace, et voilà, c'est très drôle sur ce genre de choses-là où après, en fait, on s'engueule. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais enfin, tu penses ça? Mais enfin, c'était clairement un 4. Enfin voilà, c'est vraiment drôle. Et après, il y a quelques mimes aussi qui sont assez sympas. Ok, très bien. Autre chose pour les prochaines semaines que vous verriez, faites-moi des signes. Non? Rien d'autre? Bah moi, de mon côté, j'attends qu'arrive enfin Tainted Grail. T'en as peut-être entendu parler, Waimi? Oh oui, j'ai commandé, j'ai backé. Bah voilà, il me semblait que ça devait sortir beaucoup plus tôt, mais j'ai fait partie d'un pledge groupé. J'ai dit oui, mettez-moi plein, et je me laisse porter. J'attends de voir. Il y a beaucoup de choses qui devaient sortir beaucoup plus tôt. Globalement, il y a tout qui devait sortir beaucoup plus tôt. Il me semblait que ça devait sortir quasiment il y a un an, donc. Ah ben c'est sorti il y a un an pour les backers américains, voilà, pour le langage US. Et pour les Européens, c'était plus long. Et pour les Européens, on en est à peu près à bientôt 12 mois de retard. Ouais, bah en même temps, je m'en fous. Voilà, si le jeu est bien à la sortie, qu'il y ait du retard, ça ne me gêne pas. Moi, je préfère un produit de qualité bien, même s'il a du retard. Tant qu'il finit par arriver, ça me va. Bon, qu'on raconte un petit peu ce que c'est, Tainted Grail quand même, c'est un jeu d'Awakened Realms, donc qui a pas fait Alien en fait, parce qu'à chaque fois que je pense à Nemesis, je pense à Alien, mais qui a fait Nemesis, et qui fait une espèce de 7e continent, on va dire ça comme ça, 7e continent, mais version légende arthurienne, avec des figurines qui défoncent tout. Voilà. C'est ça, c'est effectivement un plateau que tu vas découvrir, le terrain que tu vas découvrir façon 7e continent, les cartes qui vont former un puzzle de paysage. Et donc c'est la merde chez le roi Arthur, c'est les malédictions, plus rien ne va. Et le problème c'est que tous les héros qu'on a envoyés, aucun n'est revenu, a priori ils sont tous morts, donc il reste quoi? Les grouillots, et les grouillots c'est nous. On prend nos haches, nos fourches de bûcherons, nos fourches de paysans, et en avant on va chercher un peu ce Graal corrompu, ce Graal maudit pour voir ce qu'il en est. Très bien. Voilà. Et c'est tout ce que je peux en dire. J'ai vraiment baqué sur le principe. Ça a l'air très immersif, ça a l'air très narratif, ça a l'air super kiloplastique, très joli. Mettez-moi. Ouais, et puis pour une fois, le kiloplastique est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Je crois que ça fait partie des arguments qui ont fait que je suis passé à la caisse. Je sais pas si ça sera bon, mais ce sera déjà très beau. Très chers amis, je vous propose qu'on commence à jouer. Alors, Emeline, je crois savoir que tu nous as préparé un petit quelque chose ce soir. C'est un Just One? Alors, c'est un Just One. C'est pas un jeu très récent, hein. Hop, je donne les cartes. Un Just One façon Buena Partida Podcast Club, c'est-à-dire avec des jeux de société. Évidemment. Et vous le voyez pas, mais il y a Waimi qui vient de me détruire un jeu puisqu'il l'a montré à tout le monde. Oui, mais c'est moi qui vais le deviner, du coup. Oui. Comme ça, vous avez tous l'information. Voilà, donc le jeu, ça va être tout le monde voit un jeu. On va avoir quelques minutes, quelques secondes pour donner un indice sur notre petite plaquette. Waimi ne va pas regarder les indices, on va se les montrer tous ensemble, et tous ceux qui auront un indice identique vont devoir l'effacer. D'accord. Et avec les indices qui restent, Waimi va devoir deviner le jeu qu'il a sur la tête. Je suis le seul à ne pas voir le jeu est collé sur mon front, la carte du jeu est collée sur mon front, grâce à mon pouvoir d'adhésion frontale extrêmement développé, surtout par temps chaud. Et il fait chaud, c'est l'enfer, sachez-le. Et donc pendant ce temps-là, mes camarades écrivent tous un seul mot indice pour me faire deviner. Le problème, c'est qu'effectivement, s'ils écrivent des indices en double, eh bien ces indices sont éliminés et je ne les verrai pas. En plus, j'étais en train de remarquer que tu as les ardoises originales du jeu original avant qu'il soit réédité. Oui. Qui était We Are the World. We Are the World, tout à fait par les mêmes personnes que 7e continent, sachez-le, pour votre culture ludique. Oui, ça avait été édité une première fois, auto-édité par ces deux créateurs, et ça avait eu un succès plutôt confidentiel, mais depuis la reprise par Repo Productions et leur passage, leur reprise en main graphique et leur passage à la com bien développé, eh bien le jeu a eu son petit succès, je crois qu'on peut le dire. Qui est très chouette.
Alors, on est pas mal là parce qu'en fait, on a 4 personnes avec des indices et on a conservé les 4 indices, donc on a été suffisamment futé. Les 4 mots sont différents. Les 4 indices sont différents. Alors je rouvre les yeux et je découvre qu'on m'a donné bétail, cow-boy, long et gare. Oui, encore un jeu dont on a vaguement parlé, je dirais que c'est un jeu dont on a vaguement parlé tout à l'heure et je vais partir sur Great Western. Tout à fait. Bien joué. C'est tout à fait cela. Merci Bien joué. à Long qui permet Cool. d'avoir la J'étais bien embêtée avec ce jeu-là. d'avoir le détail un peu sur le côté long Great Western. Bon, à part le titre, je connais rien. Oui, ben moi j'ai mis cowboy par rapport à western. Hein. C'est là qu'on retombe un peu sur un point. Est-ce que long et Great, ce ne sont pas un merde. peu des traductions directes qui font que normalement ce point est désolé. annulé parce que on n'a pas le droit de traduire C'est totalement le mot, volontaire. Non. les mots à faire deviner. Non, allez, on va dire qu'on est bon là. Alors, je crois que c'était moi qui allait deviner le suivant. Alors moi, je n'ai pas de front autocollant, donc je suis obligé de le tenir avec ma main, pendant que mes camarades vont écrire leurs indices. On va demander à Yog de fermer ses yeux Oui. pendant qu'on se montre les indices que l'on a écrits. Moi, je pense que j'ai un indice que personne n'a écrit, mais qui n'aidera pas. Ça me D'accord. fait marrer. Merci d'avance. Merci beaucoup. C'est bon, on a 4 indices différents. Yog, tu peux les lire à haute voix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vagabond, animaux, forêt et coon. AC2ON. Akun, tout à fait. Alors, animaux, vagabond, forêt. Alors moi, j'aurais tendance à passer à route. Ouais. Tout à fait, évidemment. I am Root et son ami Oket Akun, bien sûr. Tout le monde l'avait compris. Non, mais quand t'as écrit coon, en fait, j'ai vraiment pensé à South Park. Donc Oui, voilà. mais c'était pas celui-là. Mais voilà, heureusement, il y avait la forêt à côté je me suis dit, non, c'était pas ça. Bon, très bien. Ben, c'était bien sympathique. Ah, on a un troisième... On a un troisième challenger. Allez, c'est parti. Alors, il me faut une... Il te faut une plaquette. Je il te me donne faut la une- plaquette d'Arthur qui doit deviner le mot qu'il a collé sur son front. Alors, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je vois le regard dubitatif de tout le monde. Je sens que j'ai tiré le numéro gagnant là. Ou le perdant. Moi, j'ai toujours des indices de confirmation. D'ailleurs, on peut en parler parce que je suis curieux de savoir qui c'est qui a joué autour de cette table. Moi, Attends. j'en ai fait Attends. j'en ai fait une partie. Tomber là-dessus, je n'ai aucune idée. Bon. C'est l'enfer. Allez, Mimi, il faut te décider. Tu as les yeux fermés. On peut se montrer. Pas de sens. On nos- se montre. Ah, On a été on a quand même quelques. Alors, c'est bon, on a 4 indices. Ça, c'est la Alors, bonne non, nouvelle. mais il y a quand même un moment d'anthologie. On a failli avoir des éliminations quand même. Les indices sont pas loin. drapeau, canne, oubliable et nul. Il y a des avis tranchés. Regarde pas. Et du coup, tu t'es décollé le jeu, mais tu ne l'as pas regardé évidemment. Regardez. Alors, avec drapeau, canne, oubliable et nul, quel est le jeu qui se cache derrière ces 4 mots? Ah, tu vois, il a déjà oublié. Ah, bah, peut-être qu'il n'a pas joué en même temps. Si, je crois qu'on y a joué ensemble. Oh, l'indice. Ah. Ouais, mais enfin, vu sa tête, ça a pas l'air de l'aider. On a dit le Burger Quiz. Mais Non, 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 Cannes, rien à voir. Cannes. Cannes. Canne et drapeau. Cannes. C'est le jeu qui a gagné l'As d'or à Cannes, Eh oui. si je dis pas de bêtises, cette année, Comme quoi devant tellement Devant d'autres jeux tout. mieux. Il s'agit d'Oriflamme. Oui. Tu vois, comme quoi, tu l'as oublié, c'est bien ce que je Mais dis. je n'y ai jamais joué. Ah, zut. Eh ben, tu as de la chance. Non, mais il est pas mauvais. En vrai, il est vraiment pas mauvais, mais c'est juste que, voilà. Bon. C'est un hockey game, comme on dirait. Ouais. Comme disent certains. Bah, merci pour ce petit Just One très sympathique qui nous permet d'apprendre 2-3 petits trucs au passage et de rappeler que les auteurs de petits jeux sont aussi des auteurs de gros jeux. Et ça, c'est bien. Je crois qu'on le rappelle à chaque épisode, en fait. C'est Non, pas c'est la première fois qu'il À le dit. chaque épisode où tu es là. Ah, peut-être. Oui, c'est pas moi, c'est Waimi. Alors avant de passer à la traditionnelle discussion ouverte que l'on a entre nous, j'ai décidé ce soir, de manière pas du tout réfléchie et préparée, de ne pas faire de texte parce que je suis un glandu. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer la discussion de ce soir en faisant de la pub pour un petit blog qui me fait bien rigoler, qui s'appelle joueur.overblog.com, que vous avez peut-être vu, qui sont des représentations de ce qui peut se passer autour d'une table de jeu. Je vais vous lire ça. Les jeux à l'allemande. Alors, si je prends une pierre, je pourrais construire un four, ou alors j'attends le prochain tour et je prends les 2 moutons.
Mais si je fais ça, je leur laisse les 4 roseaux. Bon alors, moi j'ai besoin d'argile. Mais si je laisse passer le tas de bois, je risque de pas pouvoir agrandir ma maison assez rapidement. Alors, et puis, je manque de nourriture pour la phase de récolte. Je suis sûr que si je me dépêche pas de prendre le légume, il va me filer sous le nez. Mais en même temps, je dois les empêcher de prendre le bœuf. Ça, c'était une description d'Agricola. Si on parle d'Agricola, c'est un jeu qui transpire la frustration. Parce que c'est l'exemple du jeu où on ne peut pas tout faire. Et quand on arrive à finir, c'est exceptionnel. Et donc je me dis finalement, à quoi ça tient ? Pourquoi on fait du jeu ? Se faire un jeu finalement, c'est s'imposer une difficulté qu'on n'aurait pas besoin de faire dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert ? Ça nous est pas utile en plus. Et ce qu'on recherche parfois, c'est justement être confronté à cette difficulté, les uns contre les autres, ou parfois les uns avec les autres, et d'essayer de surmonter un obstacle dont on n'a pas vraiment besoin en fait. Et je me dis finalement, est-ce qu'un jeu frustrant c'est intéressant ? Est-ce qu'un jeu pas frustrant c'est toujours intéressant ? Est-ce que finalement un jeu qui serait très facile, on prendrait du plaisir à le faire ? Et est-ce qu'on assisterait à une casualisation du jeu de société ? Avant, on avait des jeux très durs, ou alors très injustes, parce que beaucoup de hasard, et peut-être que maintenant, en fait, finalement, on se dirait, finalement, rechercher la difficulté ou la frustration, ça serait pas le but ultime du jeu de société, et c'est juste de passer un moment ensemble, et à ce moment-là, pas de frustration. Comme dans le jeu vidéo, on casualise. Qu'est-ce que vous en pensez ? La frustration dans le jeu de société. Wow. Trop sympa. Déjà, il y a plusieurs types de frustration. Alors, vas-y. Moi, j'aime bien les définitions. Ok, non, mais alors, ce qui me vient à l'esprit, par rapport à ce que tu disais, c'est que, personnellement, il va y avoir des frustrations où je vais être frustrée, mais pas contente, et frustrée, mais contente. Attention, tu vois. Non, c'est genre, par exemple, c'est la frustration parce que c'est injuste. Tu disais injuste, voilà, moi, le hasard, ça me frustre énormément parce que tu peux rien y faire. Par contre, il y a la frustration où tu te dis, j'ai mal joué. Là, j'ai mal joué, j'aurais pu mieux faire, je vais refaire parce que je suis frustrée de pas avoir réussi. Et là, c'est de la bonne frustration pour moi parce que ça veut dire que tu veux y retourner, en fait. C'est la frustration qui te motive à revenir sur la difficulté et à essayer de faire mieux la prochaine fois. Complètement. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive, Waimi ? Ça peut carrément motiver si la frustration vient effectivement du fait que je n'ai pas réussi à bien jouer, à bien exploiter le mécanisme du jeu. Ça, c'est effectivement une bonne frustration. Un exemple qui me vient en tête, c'est Edge of Steam. Edge of Steam, t'as besoin d'argent. Tu pars, t'as déjà des dettes, il faut rembourser. T'es pas à l'équilibre dans ton économie. Et c'est frustrant, et il faut que tu te débrouilles pour arriver à lancer ton moteur financier, pour pouvoir bien développer tes rails, tes livraisons, tes machins. Est-ce que et c'est de la bonne frustration. Age of Steam, c'est pas ce jeu qui est fait par Vital Lacerda qui se passe au Portugal ? Tellement pas. Je confonds complètement. Tu confonds complètement. Ah c'est ouais. un jeu qui a été fait par Martin Wallace à l'origine, qui a été réédité sous le nom de Steam, et où il y a eu pas mal de bisbilles entre Martin Wallace et son éditeur qui a récupéré le système d'un côté, Martin Wallace a récupéré le système de l'autre. Enfin bon, des histoires de vieux gamers. Et donc voilà, ça c'est de la frustration positive où tu cours après tes ressources, tu cours après ce dont tu as besoin, mais c'est le cas pour tout le monde. Voilà, ça, très bonne frustration. Et puis il y a des jeux sur lesquels j'ai de la frustration négative parce que je n'ai pas pu jouer. J'ai juste pas pu jouer. Le jeu a dit arrête de jouer. Le premier qui m'ait fait ça, maintenant que j'y repense, c'est tous les jeux casse-terrain à Magic. Les jeux casse-terrain à Magic, bon, pour ceux qui connaissent Magic, tu as des terrains, tu en poses de plus en plus, ça te permet de lancer des sorts. Et il y a un type de jeu qui consiste à casser les terrains de l'adversaire. Et donc si t'as pas de terrain, tu peux pas jouer. Et j'ai pas de terrain, je peux pas jouer, je pioche ma carte, je dis à toi, et puis j'attends que tu me défonces la rondelle. Super intéressant. Il y a des tas d'autres jeux des tas d'autres stratégies un peu frustrantes à Magic. Le jeu qui consiste à te faire défausser tes cartes, le jeu qui consiste à te contrer, à essayer de te contrer tous tes sorts. Sur cela, j'ai pas autant de frustration parce que je peux quand même jouer ma carte et je peux essayer de la placer au bon moment. Mais le casse-terrain, j'ai juste rien pour me lancer. Ça me pète les rouleaux. Ça, c'est le plus ancien que j'ai en tête. Et le plus récent que j'ai en tête, c'est Rallyman. Rallyman, la nouvelle version que j'ai jouée la semaine dernière, et j'aimais beaucoup Rallyman, la première édition. Et la différence dans ce jeu-là, c'est que Rallyman, le premier jeu, on avait des départs décalés, et le but du jeu était de faire le meilleur temps de circuit. Dans la nouvelle version, on part tous ensemble, et le but du jeu, c'est d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Très bien. Le problème est... Alors, j'y connais rien en rallye, hein. C'est certainement une simulation très bien, j'y connais rien, mais le problème, c'est qu'à un moment, un joueur a fait un lancer de dés dégueulasse, il s'est chopé une pénalité, et la pénalité, c'est plus personne n'a le droit de doubler personne. Interdiction de doubler. Il semblerait que c'est ce qui se passe sur les rallyes quand quelqu'un a un accident,
on agite un drapeau jaune qui fait que les pilotes comprennent qu'ils doivent ne pas se doubler. Et ça, c'est arrivé au début du deuxième tour de circuit sur 2. Et ça a duré les 3/4 du tour. Donc, au début du deuxième tour de circuit, j'avais pas le droit de doubler les autres, j'avais pas le droit de gagner. Ça m'était interdit par le jeu. Et là, tu fais, mais pourquoi ? Voilà, j'ai passé. Et sur un truc qui n'est pas de mon fait. Alors, c'est un jet de dés, c'est du hasard, certes. Mais c'est un risque qu'a pris un autre joueur. Il a pioché une mauvaise tuile. Ça ne me concerne en rien. J'étais même pas là. En plus, le joueur est derrière. Donc, si mécaniquement, si de manière simulationniste, ça s'entend. Là, le mec était derrière. On en avait rien à foutre qu'il menaçait personne. Mais on avait juste plus le droit de doubler les gens. Ah ! Voilà. Et au-delà de la mécanique spécifique d'un jeu en particulier, est-ce que, je me tourne vers vous, Émilie, Arthur, est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit ce jeu-là est trop facile, c'est pas vraiment intéressant? Ça peut arriver sur les jeux coop, mais souvent comme il y a plusieurs niveaux de difficulté, en fait, c'est souvent qu'on s'est mis à un niveau de difficulté trop bas et on s'est dit bon, ok, il faut refaire. Après, des fois, quand c'est des... Ouais, parce qu'après ça peut être mal perçu quand tu dis bah les gars vous êtes trop nuls. Quand dans un jeu compétitif tu dis non mais c'est trop facile, vous êtes pas à mon niveau. Mais c'est l'avantage quand il y a des niveaux de difficulté, c'est que on peut adapter aussi en fonction des joueurs, de l'expérience des joueurs autour de la table. Et des fois dans les coop, oui, quand c'est des jeux avec des tirages d'événements, il y a des fois les événements, bah quand ils tombent, ils font pas trop de dégâts, ils sont pas gênants, du coup on a un peu l'impression de te balader sur la partie. Mais il y a des parties, c'est totalement l'inverse. Où ça commence mal, puis ça poursuit mal, puis ça va de plus en plus mal, et tu cours un peu pour essayer de rattraper le truc que tu rattrapes jamais au final, et ça va toujours de pire en pire. Donc disons qu'il faut pas qu'un jeu soit tout le temps trop facile, sinon ça n'a au bout d'un moment aucun intérêt, mais il faut pas non plus qu'il soit ingagnable, sinon c'est un peu fatigant et démotivant. Ouais, Arthur, comment tu te situes par rapport à ça? T'as eu des expériences de jeux qui te paraissaient un peu simples et du coup tu t'en es désintéressé? Il y a pas très longtemps, j'ai fait une partie de Big Book of Madness et pendant toute la partie, on s'est dit bah c'est trop simple et on a perdu sur la dernière page. Donc là, il y avait un peu de frustration parce qu'on a eu l'impression de pas avoir trop de problèmes et que vraiment tout était à jouer à la fin et qu'en fait on n'a pas assez anticipé, donc peut-être l'impression de jouer vraiment sur 1 heure et demie de jeu, jouer le dernier quart d'heure à vraiment tout anticiper. Donc on se pose pas de questions, on n'anticipe rien, et à la fin, on perd parce que on n'a pas eu la bonne carte et on n'a pas assez... Ah, c'était un peu notre faute. Mauvaise anticipation. Oui, mais j'ai eu l'impression de jouer qu'à la fin. Donc c'est frustrant. Ouais, c'est vrai aussi. On a répété 5 fois, mais c'est vraiment trop facile. Pour moi, c'était plus difficile. Et en fin de compte, on a perdu en se disant que c'était trop facile. Donc là, c'est frustrant. En fait, cette réflexion de conversation, elle m'est venue par rapport à 2 choses que j'ai entendues. La première, c'était notre ami Ludema, qui a fait une vidéo, qui fait régulièrement maintenant des vidéos un peu live le midi, qui avait invité une des personnes des recettes ludiques, pour autant que je me souvienne, et ils avaient parlé justement de la frustration dans le jeu de société. Et l'exemple pour Agricola, je pense qu'il est particulièrement bon, parce que Agricola, on y joue pas parce qu'on va passer un bon moment, mais parce que ça va être compliqué, parce que il va falloir qu'on calcule dans tous les sens si on va pouvoir avancer au détriment des autres. Et le dernier point est important. À côté de ça, ils avaient parlé d'un jeu qui est sorti l'an dernier, qui a pas eu un énorme succès, qui s'appelle Trismegistus, dont vous avez peut-être entendu parler, voilà. Et au Waymeet, tu y as joué? J'ai fait un début de partie à SN. Le problème de Trismegistus, c'est surtout que les règles sont écrites avec les pieds, voire avec des erreurs, et les aides de jeu aussi. Mais dans mon souvenir, c'était un genre d'usine à gaz, un jeu d'alchimiste où tu dois transformer des matériaux en liquide équivalent, et j'ai plus tous les détails parce que j'ai fait qu'un round ou 2. Mais là, la frustration venait surtout du fait que c'était assez incompréhensible. L'analyse lors de cette conversation était différente. C'était que quand tu faisais une partie complète de ce jeu-là, finalement, t'arrivais au bout de ce que t'avais envie de faire. Et du coup, tu te dis, bon ben voilà, tu vas te partager, imaginer un Agricola qui va se jouer sur 20 tours. En 20 tours, quand on fait une partie d'Agricola, on peut remplir son plateau et finir finalement avec 2-3 points de différence sur les différents plateaux de jeu. Et ça devient un jeu qui n'est plus très intéressant en fait. Et ce qui va faire que on va y jouer, justement, ça va être ce sentiment de frustration qu'on va ressentir pendant la partie.
et dont on va se souvenir comme quelque chose de positif après la partie. Les parties d'Agricola où je me sens le mieux, après, c'est celle où je sue le plus pendant. Et aussi, une autre réflexion quand on parle d'intelligence artificielle et quand je faisais mes études informatiques, j'avais un prof d'informatique, programmation qui était un peu mégalomane, mais parfois qui nous disait des trucs intéressants. Il me disait un truc, il me disait une IA qui est trop forte, c'est pas intéressant. Une IA qui est pas assez forte, c'est pas intéressant. Il faut quelque chose qui soit adapté, en fait, à l'adversaire, au joueur, qui va lui permettre de prendre du plaisir, mais en ayant cette sensation un petit peu de défi, qui va faire qu'il va falloir qu'il y ait un certain équilibre qui sera très subjectif, qui va dépendre de la population des joueurs, qui va dépendre de l'ère du temps, qui va dépendre de la compétition entre les différents jeux qui sont sur le marché et de l'habitude qu'on a d'y jouer. Mais globalement, en fait, quand on est dans la conception d'un jeu, mesurer la frustration, la bonne frustration que ça va nous procurer, c'est très compliqué. Ouais, c'est difficile. J'entends bien ce que tu veux dire. Effectivement, Trismegistus, alors on n'est pas allé jusqu'au bout, mais de ce que tu as l'air d'en dire, si tu vas jusqu'au bout de la partie, bon bah tout le monde a pu plus ou moins se développer à fond et du coup ça n'a pas d'intérêt. C'est les retours que j'en ai eu moi. Inversement, j'ai plus de noms en tête, mais je me rappelle aussi de tout un tas de jeux où tu dois mettre en place une mécanisme, tu commences à te développer, ah bah ça y est, c'est le 4e tour, c'est la fin de la partie. Ouais. Alors que t'as commencé à te mettre en place quelque chose, ça s'arrête. Et tu fais, bon, tristesse aussi. Ouais. Donc, alors qu'effectivement, Agricola, pour prendre cet exemple, c'est un jeu où, même si t'es frustré, même si tu cours après tes ressources, eh bien, tu arrives à construire quelque chose, tu arrives à faire quelque chose, tu construis et t'avances un peu. Et ça, c'est positif. Moi, je sais que j'ai eu l'exemple avec mon copain, on aime beaucoup jouer à Through the Edges. Et en fait, on se disait, mais les parties sont trop courtes. Bon, ça dure 8 heures quand même, hein, mais les parties étaient trop courtes. On voulait faire plus de choses, on voulait que ça dure, on voulait que l'expérience. Et donc, on s'est dit, bah, on joue à 2, c'est pas grave, on simule une partie à 4. Et en fait, la civilisation qu'on développe pendant toutes ces heures-là, on l'avait développée et elle fonctionnait beaucoup trop bien. Donc on avait pu faire tout ce qu'on voulait. Donc en fait, la partie a duré plus longtemps, mais on s'est pas amusé puisqu'à la fin, on avait la même civilisation, on avait tout développé, tout créé et tout fonctionnait. Alors que le sel du jeu, c'est de faire des choix stratégiques, de se retrouver avec un vieux soldat de l'Antiquité et derrière des hélicoptères et à côté des ordinateurs et que tout ça arrive parce qu'on a fait des choix un petit peu particuliers durant la partie. Et des dilemmes et d'être obligé de se tenir à ces choix-là, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis parfois de se rendre compte qu'on s'est planté, qu'on a pris trop de retard, comment on va réussir à s'en sortir. Et on se rend compte que bon, bah, ça a été étudié et que si ça doit durer autant de temps à 2 joueurs, c'est pour une raison. Mais on l'a testé. Arthur, moi j'attends toujours qu'on fasse une partie de Through the Ages quand le temps me le permettra. Et j'espérais d'ailleurs, plus que tu en parles, c'est une petite parenthèse au milieu de notre sujet, mais plus que tu en parles, est-ce que tu as acheté l'extension qui est sortie récemment de Through the Ages? Alors, dans un premier temps, je voulais pas l'acheter, parce que j'ai trouvé que pour 30€ pour rajouter quelques leaders et merveilles, je trouvais ça un petit peu cher. Et en regardant un peu les critiques, c'est vraiment de l'optimisation et du peaufinage et du réglage au papier millimétré des différentes mécaniques. Et comme je fais une partie environ tous les 6 mois, je trouvais que quasiment 75% du matériel allait jamais être utilisé, puisqu'en fait, on n'avait pas ressenti les déséquilibres en fonction de 2 ou 3 joueurs. D'accord, donc tu l'as pas acquise et pas d'intérêt de l'avoir pour l'instant. Je la prendrai peut-être bientôt parce que j'ai fait quelques parties dernièrement et que du coup les leaders et les merveilles peuvent changer un petit peu la stratégie. Donc ça peut être intéressant, mais il faut vraiment y jouer quand même pas mal. Il faut avoir plusieurs fois 6 heures devant soi pour en voir l'intérêt. Emeline, toi tu joues à un large éventail de jeux. On peut te proposer des gros jeux, tu n'es pas du tout réfractaire. Et quand il s'agit de faire des tablés avec des jeux d'ambiance, ça fonctionne bien aussi, j'ai l'impression. Dis-moi si je me trompe, hein. Disons que les gros jeux, c'est pas ceux vers lesquels j'irai tout de suite. Je peux en faire de temps en temps, mais tu vois, Through the Edges, j'ai passé. Ouais, non, mais après, Through the Edges, les jeux qui dépassent les 4 heures, déjà, oui. On n'est plus dans les gros jeux, mais bon. Quoi qu'il en soit, t'as pu jouer avec nous à Tzolk'in, et des choses comme ça se passe bien. Et moi, je pense que tu joues plus à des jeux d'ambiance que moi. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est important la frustration dans les jeux d'ambiance? Parce que tu joues à des jeux très cons comme Manger Coco ou ce genre de choses. La difficulté du jeu n'est
n'a aucun intérêt en fait par rapport à l'expérience de jeu. Alors là, je suis en train de réfléchir à la frustration dans les jeux d'ambiance, mais j'en vois aucune. Je sais pas si vous voyez, mais t'as pas le temps. C'est quelque chose de rapide. Enfin, si tu pourrais justement parce que c'est trop rapide, mais Ou alors un canardage où vraiment on va en prendre un en cible, et puis lui sera peut-être un petit peu frustré d'avoir fini sa partie très rapidement. Mais on joue dessus et c'est de la frustration et accepté quand on joue à ce genre de jeu. Oui, puis je pense qu'ils sont tous assez rapides pour que tu sois pas frustré longtemps. Au final. T'es vexé, mais pas frustré. Ah ouais, il y a une légère différence. Après, c'est peut-être pas forcément les mêmes expériences qui sont recherchées. Wami? Non, c'est juste le côté t'es vexé, mais t'es pas frustré. Ça fait un peu comme quand tu tires un mauvais coup. Bon, bah, au moins, ça a pas duré longtemps. C'est toujours sympa. Voilà, merci. Après la masturbation, c'était formidable. Comment rebondir suite à ça? Mais écoutez, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Hein. Ça m'a l'air d'être une bien belle émission. Je vous propose de vous arrêter là. Et donc, Emeline, toi qui es la responsable chef de notre community management et PR et public relations, nous rappeler qu'on a un compte Twitter, si je me trompe pas. Oui, il y a un compte Twitter pour nous suivre. Je crois que je l'ai un peu oublié sur la dernière émission, mais ce soir, promis, je fais un tweet sur celle-ci. On a la chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver toutes les émissions, et ensuite, on est évidemment sur Facebook, avec le Encore FM. Sur Encore FM, avec les différentes plateformes telles que... Podcast Addict. Podcast Addict, par exemple, et sur Apple. Ouais. Sur Spotify également, et Apple. Oui. Apple Podcast. Exactement. Voilà, vous nous retrouvez là et vous nous commentez en bien ou en mal, mais l'important c'est que on ait des retours. On ait des retours, exactement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et à ceux qui nous écoutent et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Ciao, bonne soirée. Bye. Salut.